De la Palestine au Soudan, de l'Ukraine au Royaume-Uni, les drapeaux changent, les gros titres changent, mais le même schéma réapparaît en dessous. Les civils absorbent presque toute la pression, et discrètement, principalement hors caméra, les gens réparent ce qui se casse. Il ne s'agit pas de choisir un camp entre les pays. Il s'agit du design qu'ils partagent, qui paye le coût et qui décide. Bethléem, Cisjordanie occupée, Noël récent. La première chose que vous remarquez n'est pas le bruit, c'est l'absence. Rue silencieuse, célébration annulée. Un lieu connu dans le monde entier pour Noël, choisissant de ne pas le célébrer. Écoutez comment cette absence résonne. À Bethléem, vous savez, cette ville, à cette époque, célèbre habituellement Noël. C'est généralement festif, vous savez, mais cette année, toutes les célébrations de Noël ont été annulées. Et je veux vous montrer un peu devant l'église luthérienne ici à Bethléem, où le pasteur et certaines familles chrétiennes ont décidé de marquer Noël d'une manière différente. Au lieu d'avoir un sapin de Noël décoré d'ornements, nous voyons l'enfant Jésus enveloppé dans une koufia palestinienne, et il est placé dans une crèche sous les décombres. Nous en parlerons un peu plus avec le pasteur Mudreshak à l'église luthérienne. Quelle est l'idée derrière le fait d'avoir Jésus sous les décombres au lieu d'un sapin de Noël ? Les célébrations de Noël sont annulées cette année à Bethléem pour des raisons évidentes. Il est impossible de célébrer lorsqu'il y a un massacre, un génocide en cours à Gaza avec notre peuple. Et donc l'idée était d'envoyer un message au monde d'abord, mais aussi à nous-mêmes. Un message au monde que voici à quoi ressemble Noël en Palestine. Voici à quoi ressemble Noël à Bethléem, le lieu de naissance de Jésus. Des enfants entièrement retirés des décombres, des familles déplacées avec leurs maisons détruites. Et pendant que le monde célèbre Noël, au lieu de naissance de Jésus, voici à quoi ressemble Noël. C'est habituellement une saison de célébration et aussi une saison d'espoir. Reste-t-il de l'espoir ? Nous avons de l'espoir dans notre foi. Nous avons de l'espoir. L'histoire de Noël nous donne en fait de l'espoir dans le fait que Jésus est né parmi les occupés. C'est ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Et donc en revenant à cette scène de la crèche, cela nous dit que l'enfant Jésus est solidaire de ceux qui souffrent, de ceux qui sont opprimés. Donc en ce Noël, nous trouvons notre seule source d'espoir dans notre foi, en un Dieu juste et dans notre solidarité les uns avec les autres. Et j'espère que ce message parviendra au monde que nous sommes unis, Palestine. Et malheureusement, en ce moment, nous sommes unis dans notre douleur. Sous ce silence se cache un mécanisme, un mouvement, qui peut se déplacer et qui ne peut pas, qui franchit un point de contrôle, qui a besoin d'un permis, qui attend, qui est refoulé. Ce n'est pas seulement de la tension, c'est de la politique, et cela touche les chrétiens et les musulmans palestiniens par la même porte. Maintenant, écoutez ce que Noël signifie même ici quand le calendrier tourne et que le monde ne s'arrête pas. Noël est célébré 3 fois parce que nous, en tant que chrétiens orthodoxes, sommes sur l'ancien calendrier julien, ce qui nous amène 13 jours après le 25 décembre lorsque le monde entier célèbre sur le calendrier julien. Cela se passe en fait quand c'est le 7 janvier pour vous. Mais avant la guerre à Gaza, c'était un endroit magnifique à être la veille du 24 décembre et la veille du 7 janvier pour le Noël orthodoxe. Et les Arméniens orthodoxes célèbrent le 19 janvier quand ils célèbrent le baptême du Seigneur et la naissance du Seigneur en même temps sur l'ancien calendrier julien. Mais toutes ces 3 fois, il y avait des parades incroyables dans la rue de Bethléem où les scouts, filles et garçons, marchèrent vers l'église de la Nativité avec le patriarche. Et c'était un événement glorieux pour célébrer la naissance du Christ dans le lieu même où le Christ a été célébré. Et oui, cela se fait plusieurs fois. Incroyable. Le 25 décembre, pour le 7 janvier et pour le 19 janvier, à la veille de ces jours. Mais ces dernières années, malheureusement, ces célébrations magnifiques n'ont pas eu lieu à cause de la terrible guerre à Gaza et des gens étant solidaires avec tant de malheurs qui se sont produits à cause de la guerre. Donc nous prions pour la paix et la stabilité et cette année, plus de 60 000 Palestiniens ont été tués à Gaza. Je ne suis pas sûre que ces événements festifs auront lieu pour les parades. Et quand les célébrations n'ont pas lieu, ce n'est pas seulement triste, ce sont des salaires, des loyers, des magasins, des entreprises familiales qui vivent et meurent sur une courte saison. Bethléem, ce n'est pas juste un symbole, c'est une ville avec des factures. Alors quand les pèlerins ne viennent pas, c'est la question sous-jacente à tout. Que se passe-t-il pour les gens qui ont construit leur vie autour d'eux?
Bethléem accueille normalement des pèlerins du monde entier pendant la saison de Noël. Quelle est la situation cette année selon vous? Les chrétiens espèrent-ils célébrer le lieu où le Christ est né? Nous espérons que les gens continueront à venir au lieu de naissance du Christ, mais bien sûr, nous avons besoin de paix et de stabilité pour avoir les millions de personnes que nous avions avant la guerre à Gaza. Mais l'économie et tout Bethléem dépendent du tourisme et les gens souffrent parce que nous manquons de pèlerins. Donc je pense que les pèlerins seront en petit nombre, mais espèrent continuer à célébrer dans ce lieu très spécial où le Christ est né et célébrer l'espoir et la paix que le Prince de la paix nous a promis. Sous cette pression, vous commencez à voir à quoi ressemble réellement la réparation. Pas des slogans, des programmes, du logement, de l'éducation, des emplois, de la nourriture sur la table. Le genre de soins ennuyeux et pratiques qui empêchent une communauté de se vider lentement. Les programmes les plus importants sont d'aider les gens à avoir un logement, à avoir une éducation pour leurs enfants, à essayer de trouver des programmes pour créer des emplois pour les gens quand l'économie souffre comme ça, sans pèlerins qui viennent. Donc, la plupart des communautés orthodoxes et d'autres communautés travaillent au plus haut niveau pour essayer, avec des fonds qui viennent de l'extérieur, d'avoir des programmes qui encouragent les gens à rester là. Parce que la terrible économie et les guerres poussent les familles à partir pour une vie meilleure et à mettre de la nourriture sur la table pour leurs enfants. Et nous espérons certainement qu'il y aura un règlement et que la paix régnera à nouveau là où le roi de la paix est né, comme nous le savons. Mais ce n'est pas seulement l'économie. En Cisjordanie, en ce moment, les gens décrivent une autre pression sur la vie quotidienne. Peur, intimidation, pression foncière. Le but n'est pas de transformer cela en un film catastrophe, c'est pour montrer le schéma. Quand les systèmes appliquent une pression, les civils l'absorbent en premier. Je pense que nous gardons notre espoir en Christ à cause du fait même que c'est une terre si sacrée. Nous espérons qu'un miracle peut se produire parce qu'en ce moment, une grande partie de la Cisjordanie souffre des attaques des colons et du poids de ce qui se passe pour effrayer les habitants locaux, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, pour quitter leur terre. Nous souffrons de cette confiscation de terres que même à Taïbé, nous n'avons pas vu cela depuis les 30 dernières années, où les colons continuent de prendre de plus en plus de terres de Taïbé, et ils ont, vous savez, les armes, ils ont l'argent, ils ont la police de leur côté, ils ont l'armée israélienne de leur côté. Et donc nous espérons un miracle de Noël pour que ce comportement violent envers les habitants locaux puisse cesser et pour célébrer la paix et la joie spirituelle que la naissance du Christ offre et la nouvelle que le Christ est né pour nous afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Et puis vous atteignez le miroir le plus sombre de la saison, l'histoire que le monde raconte sur la naissance, l'abri et la sécurité, et ce que les gens regardent sur leurs écrans à la place. Ce n'est pas une métaphore que quelqu'un a demandé. C'est une phrase qui existe parce que le sol l'a forcé à exister. Nous voulons apporter l'histoire de Noël, la rendre réelle dans notre contexte actuel. Et je pense que si Jésus devait naître aujourd'hui, il naîtrait sous les décombres à Gaza, avec ceux qui souffrent. Et les mages et les bergers viendraient chercher Jésus au milieu des décombres d'une maison détruite comme nous le voyons aujourd'hui. C'est la forme ici, pas un montage tragique, un mécanisme et la réparation humaine intégrée en lui. Soudain, la plupart des gens entendent parler d'une guerre, deux camps qui se battent, des gros titres qui parlent d'affrontements, mais ce langage manque ce que les civils vivent réellement car pour eux, ce n'est pas un affrontement. C'est un effondrement. Écoutez attentivement comment cet effondrement sonne. Nous étions à un pas de la mort, que ce soit par des bombardements, des balles ou des snipers. La milice a entouré l'hôpital et y est entrée plusieurs fois. Sa position en faisait le plus proche des lignes de front et nous étions exposés aux tirs de snipers même à l'intérieur. Nous nous déplacions entre les bâtiments comme si nous étions sur un champ de bataille. Si vous demandez pourquoi nous sommes restés, il n'y a pas de réponse simple. C'est notre sens du devoir envers ce pays et son peuple. En tant que médecin, nous avons des compétences qui peuvent sauver une vie et cela suffisait pour nous garder ici. Voici le mécanisme sous ce que vous entendez. Quand le pouvoir est concentré au sommet et que les civils ne sont pas protégés par conception, les services essentiels sont les premiers à se briser. Les hôpitaux ne faillissent pas parce que les gens cessent de se soucier. Ils échouent parce que les lignes d'approvisionnement s'effondrent, le personnel est ciblé ou piégé et la survie remplace les systèmes. Ce n'est pas le chaos, c'est ce qui se passe quand les civils n'ont jamais été la priorité en premier lieu. Ce furent des jours insupportables. Les attaques ont atteint les hôpitaux et Al-Noa a été ciblé parce que c'était le seul établissement recevant un grand nombre de blessés. Parfois, plus de 100 cas arrivaient en une seule journée, beaucoup venant de la capitale. Nous avons soigné des enfants, même des nourrissons.
Des familles entières ont été perdues. Pourtant, des organisations et des habitants locaux sont venus avec des dons de sang et des fournitures. Leur soutien nous a permis de tenir debout alors que tout le reste s'effondrait. En dehors des murs de l'hôpital, le même effondrement redessine la vie quotidienne. Eau, nourriture, médicaments, mouvements. Quand les systèmes formels disparaissent, la survie devient un travail. Un travail constant et épuisant, pas parce que les gens sont incapables, mais parce que la structure autour d'eux a été dépouillée. Chaque jour, des bols sont posés au sol en ligne devant les cuisines communautaires dans les quartiers de la capitale du Soudan, Khartoum. Connues localement sous le nom de takaya, ces soupes populaires sont la seule source de nourriture pour certaines familles qui ont perdu leurs moyens de subsistance à cause du conflit en cours. Ici, dans le quartier 60, nous avons environ 6 cuisines. Certaines d'entre elles fournissent le petit déjeuner et d'autres le déjeuner. Environ 220 à 250 familles survivent grâce à ce que les cuisines offrent. C'est là que la réparation se manifeste. Pas sous forme de discours, pas comme un sauvetage, mais comme des voisins organisant la nourriture, des bénévoles construisant des routines, des communautés devenant l'infrastructure que l'État ne fournit plus. Pas l'héroïsme comme spectacle, mais la persistance des soignants. La situation des gens est devenue très difficile, surtout en ce qui concerne la nourriture et la boisson. Les soupes populaires que les gens ont créées ont également besoin de plus de soutien. Les gens n'ont pas d'argent. C'est la forme ici. Quand le pouvoir se bat pour le contrôle, les civils en perdent le prix. Et quand les systèmes s'effondrent, les gens construisent la réparation discrètement et à un risque énorme. Ukraine, c'est la guerre que la plupart des gens reconnaissent. Vue à travers la politique, pas les gens, des chars, des explosions, des villes sont attaquées. Cela ressemble à ce à quoi la guerre est censée ressembler, mais cette familiarité peut être trompeuse car une fois que la ligne de front se stabilise, la pression ne disparaît pas. Elle change de forme. Dans une centrale thermique ukrainienne, des équipes de réparation se précipitent pour remettre l'installation en état pendant une autre saison de frappes aériennes russes intenses. Des installations comme celle-ci ont été battues à plusieurs reprises dans la campagne de la Russie pour cibler l'infrastructure énergétique de l'Ukraine et affaiblir sa volonté de continuer à se battre dans la guerre. Voici le mécanisme sous ce que vous voyez. Quand la guerre s'éternise, elle cesse d'être une question de mouvement. Elle devient une question d'endurance, d'électricité, de chauffage, d'eau, de nourriture. Le contrôle de l'infrastructure devient le contrôle de la vie quotidienne. Un chef de production, qui n'est autorisé à fournir qu'un prénom, Alexandre, a reconnu la vulnérabilité du réseau électrique de l'Ukraine. Regardez tous ces fils, a-t-il dit, suggérant qu'ils seraient plus sûrs cachés dans le sol. Peut-être que c'est comme ça que les centrales modernes sont conçues, a-t-il réfléchi. Mais la nôtre a été construite en temps de paix, pas pour la guerre. Pour les civils, c'est là que la guerre devient constante, pas dans les explosions, mais dans les décisions. Restez-vous au chaud ou économisez-vous l'énergie? Faites-vous la queue ou passez-vous votre chemin? Dormez-vous ou écoutez-vous la prochaine alerte? La survie se transforme en planification. Il est impossible de s'habituer aux frappes, aux bombardements, aux missiles et aux drones qui volent autour. Non, il est impossible de s'y habituer. Je ne sais pas quel genre de super-héros il faudrait être. Mais je pense que mes gars sont des super-héros parce qu'ils sont restés ensemble, unis, ont fait leur travail et se sont soutenus mutuellement. Et sous cette pression, la réparation prend une forme familière. Des bénévoles, des réseaux locaux, des gens qui maintiennent les systèmes en vie après que les systèmes formels se soient fracturés. Pas parce qu'ils sont héroïques, mais parce que s'arrêter n'est pas une option. Même lorsque des frappes ont eu lieu et que nous avons dû nous cacher sous la chaudière parce que nous ne pouvions pas aller à l'abri car nous étions au travail, nous nous sommes soutenus et encouragés mutuellement. Nous étions ensemble. Avec le temps, ce niveau de tension devient normal. Les écoles rouvrent, le travail continue, la vie reprend à l'intérieur des limites. Cette normalisation n'est pas un théâtre de résilience, c'est une adaptation sous contrainte. Ma famille est contre ce travail. Ils n'aiment pas que je vienne ici, mais nous sommes très dévoués à notre travail. C'est quelque chose que nous devons faire. Le village de la ligne de front a été la cible de nombreuses attaques russes. La plupart des maisons et son école primaire ont été détruites. Voici à nouveau le schéma. Quand le pouvoir est contesté, les civils absorbent la longue traîne des dégâts. Et quand la pression devient permanente, la réparation cesse d'être temporaire. Elle devient un mode de vie. Plus de 100 personnes vivent encore ici. Pour eux, les techniciens sont des héros. Ils sont notre dernier lien avec la civilisation. Sans électricité, nous sommes complètement coupés. Il n'y a pas d'eau, pas de gaz, rien ne fonctionne. C'est la forme ici. Pas une crise constante, mais une pression soutenue et les systèmes humains construits pour vivre à l'intérieur. Le Royaume-Uni.
Dans le monde entier, il est perçu comme un pays riche, stable, développé, sûr. C'est l'image que la politique projette. Mais à l'intérieur de cette image, il y a un fossé qui se creuse et quand vous regardez de près, la pression sous laquelle vivent les gens ici commence à ressembler à quelque chose de familier. Pas la guerre, pas l'effondrement, mais la même ligne de faille, les élites isolées, les civils absorbant le coup. Plus d'1 millier de personnes dorment actuellement dans la rue à Liverpool, selon les associations caritatives qui y travaillent. En gros, je me réveille normalement, probablement vers 4 ou 5 heures, selon l'endroit où je dors. Pendant des années, Barry a été l'un de ceux qui vivaient dans la rue. Et la plupart des personnes sans abri ont leur propre petit espace où elles se sentent en sécurité. Voici le mécanisme sous-jacent. Le logement est traité d'abord comme un marché et ensuite comme un filet de sécurité. Quand les loyers augmentent plus vite que les salaires, quand les prestations ne suivent pas les coûts et quand les solutions temporaires remplacent les soins à long terme, tomber entre les mailles du filet cesse d'être une exception. Cela devient un chemin. Être sans-abri et dormir dans la rue, j'étais isolé. Vous êtes fermé. Ce n'est pas facile pour une femme, donc c'était très difficile. Je n'avais pas de but et je n'avais pas de direction vers où je voulais aller. J'ai appelé Street Links, donc je leur ai donné mes coordonnées. C'est comme ça que j'ai rencontré certains d'entre nous. Et quand le travailleur de proximité est venu, c'est là que j'ai dit oui. J'étais prêt pour cette aide. L'aide peut venir sous de nombreuses formes, de nombreux endroits. Ensemble, nous pouvons mettre fin au sans-abrisme. Pour les personnes vivant à l'intérieur de cela, la pression n'est pas dramatique. Elle est administrative. Formulaire, rendez-vous, évaluation, prouver le besoin encore et encore à des systèmes déjà surchargés. Donc j'ai dormi dans le parc pendant 2 nuits, 3, 4 nuits avec le Whitechapel Centre. Tous les sans-abri maintenant, la plupart d'entre eux... ont le problème de santé mentale. Des problèmes, d'être sous médication, besoin d'être soutenu. Mais quand vous êtes ici, vous êtes perdu. Vous êtes juste perdu. Dans la société. Je ressens juste que je veux faire plus. Dans votre vie. Quand vous voyez toutes les lumières de Noël allumées et tout le monde faire ses courses de Noël, le temps devient une partie de la pression. Attendre des semaines, puis des mois. Des solutions temporaires qui ne deviennent jamais vraiment permanentes. L'instabilité cesse d'être une phase. Elle devient la condition. Est-ce que je pense que ça va s'améliorer bientôt? Je pense que ça va empirer avant de s'améliorer. Mais ça doit s'améliorer. Nous devons créer du changement. Oh mince. Mais c'est la vérité, n'est-ce pas? Ça ne s'est pas encore amélioré. Ça a empiré. Le nombre de personnes dans la rue est plus élevé qu'il ne l'était à la même époque l'année dernière. Dans Mexo, le nombre de personnes franchissant nos portes est plus élevé qu'il ne l'était à la même époque l'année dernière. Et ce que nous n'avons pas, c'est le logement de transition pour permettre aux gens de sortir des situations de sans-abrisme. Nous n'avons pas ce volume. Nous n'avons pas d'option de logement abordable réellement disponible. Et donc, les gens sont coincés dans les services pour sans-abri. Comment ressentez-vous qu'il y ait un nouveau gouvernement promettant la construction d'1,5 nouvelles maisons? Je pense que c'est génial qu'ils promettent la construction de 1,5 million de nouvelles maisons. Ce dont nous avons besoin, c'est de nous assurer qu'elles soient abordables ou des logements sociaux. Avec le temps, ce niveau d'insécurité devient normal, les gens s'adaptent. Des attentes plus basses se contentent, non pas parce que les choses sont réglées, mais parce qu'ils doivent continuer. L'expérience dans cette propriété est absolument horrible. Je pense que cela ne devrait pas être une condition de vie pour un être humain. La propriété a de graves problèmes de moisissure. La propriété a des fuites, des inondations année après année. Voyez-vous l'eau qui coule à travers l'électricité? L'état de santé de mon mari se détériore. Si vous allez dans sa chambre, vous verrez la moisissure à côté de son lit. Sa respiration s'est aggravée et l'état de ses poumons est pire parce qu'il respire cette moisissure. C'est vraiment difficile quand vous n'avez pas de réponse pour vos enfants parce qu'ils vous demandent « Pouvons-nous retourner dans l'ancienne maison ?» Et à mesure que la pression s'accumule, elle commence à éroder autre chose. La santé, la dignité, un sens de l'avenir. Pas tout d'un coup, mais silencieusement au fil du temps. C'est la maison Phoenix. C'est la première étape de l'auberge 3D. Il y a des installations de douche, des installations de lavage, des cuisines pour eux. Nous essayons de déplacer les gens dès que possible, mais parfois cela prend plus de temps que prévu. Alors ils reçoivent un nouveau lit, de nouveaux draps, des boxers et des chaussettes, des couverts, de la vaisselle, des articles de toilette et un sac de nourriture pour démarrer.
Encore une fois, la réparation comble le vide. Salle paroissiale, mosquée, centre communautaire, des gens qui préparent des repas, ouvrent des portes, gardent les autres au chaud pendant les nuits les plus dures. Non pas parce que le système le leur a demandé, mais parce que quelqu'un devait le faire. Les espaces sûrs que ces auberges offrent peuvent donner une chance de reconstruire des vies. C'était un studio, en gros un meublé. Je payais le loyer à temps, je n'ai jamais manqué un paiement et ils ont vendu le bâtiment. D'accord. Expulsé, 18 d'entre nous, préavis de 4 semaines. J'étais en fait en train de dormir à Race Lane, dans une tente, là pendant environ 4 mois et demi. Comme je l'ai dit, ce n'était pas de ma faute. Pour être honnête avec vous, les 2 premiers jours ici, j'ai dormi parce que c'était la première fois que je pouvais fermer les yeux et m'endormir. Quand vous vivez dans la rue, vous devez garder un œil ouvert tout le temps. Le truc avec vivre quelque part à nouveau, vous apprenez à gérer votre argent parce que quand vous vivez dans la rue, comme j'avais l'habitude de m'asseoir devant l'allée, donc chaque jour je recevais de l'argent, les gens me donnaient de l'argent et de la nourriture, donc vous n'aviez pas vraiment besoin de faire un budget, mais vous le faites maintenant. Alors, mais c'est beaucoup. C'est réapprendre. Cette période de l'année parle beaucoup de chaleur, de famille, de générosité, de solidarité. Mais la chaleur en pratique, c'est la chaleur, l'abri, la sécurité, et tout le monde n'y a pas accès par défaut. Alors voici notre centre de dons. Cette année, nous soutenons environ 900 personnes pendant la période de Noël. Il est évidemment beaucoup plus facile pour les gens de nous donner des choses d'occasion qu'ils ont déjà. Mais nous avons certainement remarqué une baisse de la quantité de dons alimentaires où les gens ont dû sortir et acheter des choses pour nous. Donc cela a certainement baissé au cours des 2 dernières années. La plupart de cela se passe au vu de tous, non caché, juste ignoré parce que l'image de stabilité est plus facile à maintenir que la réalité en dessous. Et voici le schéma une dernière fois. Pays différents, pression différente, mais la même faille. Quand les systèmes échouent à protéger, les civils absorbent le coup. Et quand les soins formels sont insuffisants, la réparation humaine intervient discrètement et sans garantie. Mettez ces histoires côte à côte et ce n'est pas le chaos qui ressort, c'est un schéma. Différents conflits, différentes politiques, même résultat, les civils supportent le coup. Et puis le travail de réparation n'est presque jamais enregistré. Si cela vous a aidé à voir le dossier un peu plus clairement, il y a des moyens d'aider au-delà des dons. Partager le travail des gens sur le terrain, amplifier les voix qui sont généralement ignorées ou simplement passer du temps avec les sources. Tout cela change un peu l'équilibre. Chaque source et chaque extrait de film original est lié dans la description. Et si vous souhaitez soutenir ce genre de travail, vous pouvez aimer, vous abonner ou partager Protaion. Cela aide vraiment plus de gens à le découvrir. Restez curieux, continuez à poser des questions et surtout, prenez soin de vous.